Aujourd'hui, on va aborder une matière qui n'est pas forcément abordée lors de votre externat en tant que tel, qui est disséminée, j'ai envie de dire, dans chaque spécialité, mais qui cependant est très importante, même si la sémiologie, vous la pratiquez dans vos stages respectifs, et qui est tombable à l'ECN. Alors, tombable à l'ECN dans certaines mesures, et je vais vous le montrer à travers cette conférence, puisque j'ai sélectionné pour vous les ECNI de 2016 à 2020, et j'ai sélectionné les QCM portant sur la sémiologie, que ce soit dans les annales nationales, et qui sont tombées en juin, et également les annales blanches. Donc voilà. Alors bonjour à ceux qui nous rejoignent, ça n'a pas encore commencé, j'attendais que vous soyez tous connectés, mais je faisais une petite introduction sur la sémiologie qui malgré tout a une place aux ECN. Alors vous, juste pour situer un peu, est-ce que vous faites des cours encore de sémiologie? Est-ce que vous faites des exemples d'ECOS? Je sais que ce ne sera pas pour vous, pour votre année, mais certaines facs les mettent quand même en place. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de cette matière? D'accord, en B1. Donc vous voyez toutes, j'imagine, les spécialités juste d'un point de vue sémiologique. Ok, à Bordeaux. Et dans les autres facs? Ok, à dose homéopathique, mais c'est le principe de la sémiologie, ça sert à rien de surcharger. C'était surtout la théorie. Ok, à Montpellier. Et à Amiens, à Montpellier, à Strasbourg, à Lyon-Ouest. On fait un P2D1. Ok, très bien. Donc là, ça va être des rappels. La sémio, c'était aussi en premier cycle à Nancy. Très bien. Alors l'idée, ça va être de vous faire participer au maximum. Certains m'ont déjà vu en conférence. J'aime vous solliciter et que cette conférence soit le plus interactive possible. On va démarrer, et puis ceux qui ne sont pas encore connectés vont nous rejoindre en cours de route. Et on va démarrer par des généralités. Bon, de définition simple, il n'y a rien à retenir. Juste la sémiologie, qu'est-ce que c'est? C'est la science qui étudie les signes cliniques, les manifestations des maladies. Une maladie, bon, globalement, c'est en fait un ensemble complexe de causes venant perturber le fonctionnement physiologique du corps humain. Par exemple, une fonction ou l'homéostasie. L'homéostasie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la stabilisation, le réglage chez les organismes vivants de certaines caractéristiques physiologiques, par exemple la pression artérielle, la température. Et donc, ça peut être atteint et puis ça va engendrer des conséquences manifestant par des symptômes et des signes cliniques. On va revoir ce que c'est. Alors, le diagnostic, c'est une démarche qui mène de l'ensemble anamnèse, on verra la définition, symptômes, signes physiques et syndromes. Et puis, bien sûr, les signes paracliniques pour après reconnaître la maladie causale. Le pronostic, ça, on en parle souvent, les facteurs pronostiques dans les cancers, dans certaines maladies auto-immunes, etc. C'est l'évolution prévisible de la maladie diagnostique selon plein de facteurs. Les comorbidités, le terrain, l'histoire naturelle, les complications intercurrentes, etc. L'anamnèse, c'est l'histoire de la maladie, constituée par en fait tout ce que vous allez recueillir lors de l'interrogatoire. Donc, on parle de symptomatologie quand il s'agit de symptômes, et asymptomatique, ça veut dire ne provoque pas de symptômes. Bon, ça c'est classique. Ensuite, quand on parle de signes cardinaux, ça peut être des questions type dans les ECM ou même dans vos partiels de fac. Ce sont des signes majeurs caractérisant un état pathologique. Par exemple, je vais prendre le diabète. Qu'est-ce que vous connaissez comme signes cardinaux du diabète? Signes cardinaux du diabète, qu'est-ce qui vous vient en tête? Donc, je commence un peu abruptement mes questions, mais ouais. Alors là, il ne faut pas confondre avec l'hypoglycémie, Ludovic. Mais sinon, dans le diabète, les signes cardinaux, chez un jeune, on découvre, ouais, très bien Emma, polyurie, polydipsie,
la polyphagie et l'amaigrissement. Vous savez, c'est les 4 signes cardinaux, polyurie, polydipsie, polyphagie, amaigrissement. Ensuite, il ne faut pas confondre avec des signes pathognomoniques. Ce sont des signes caractéristiques d'un seul état pathologique qui permettent de l'affirmer s'ils sont retrouvés à l'examen. Alors, comme signe pathognomonique, je vais prendre Babinski, le signe de Babinski. Tout le monde se rappelle, c'est l'élévation lente et majestueuse du gros orteil lors de la recherche du réflexe cutané plantaire. Et c'est pathognomonique, ce signe de Babinski. De quelle atteinte? Très bien, Thomas, du faisceau pyramidal. Ensuite, il y a les signes cliniques. Quand on parle de signes cliniques, les manifestations d'une maladie, 2 choses. Soit il s'agit de signes fonctionnels, que l'on appelle symptômes. Ce sont des signes ressentis par le patient, objectivables ou non par le médecin, que l'on recueille souvent lors de l'interrogatoire. Et puis les signes physiques, qui sont objectivement constatés par le médecin, ressentis ou non. Comme symptômes, qu'est-ce que vous avez comme exemple? Bon, allez, c'est facile, ça. Des exemples de symptômes, tout simplement. Qu'est-ce qui peut être ressenti par le patient? Yes, céphalée. Alors la fièvre, oui, bien que ça peut être aussi un signe physique objectivement constaté. Douleur, dyspnée, ça c'est classique comme symptôme. Et puis les signes physiques, ça peut être tout simplement la splénomégalie, par exemple. Ensuite, il y a toujours des signes généraux, pas forcément rattachés à un organe ou à un système, tels que l'asthénie, la fièvre. Et puis, le syndrome, qu'est-ce que c'est au final? C'est l'ensemble des signes cliniques reproductibles et cohérents, bien sûr, et ça peut correspondre à plusieurs maladies parfois. Le syndrome des loges, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, le syndrome de Löfgren dans la sarcoïdose, des choses comme ça. Donc sur l'observation médicale, ça c'est ce que vous faites en pratique en stage. On construit en fait son diagnostic et on va élaborer après une prise en charge. Et puis ça peut être pas mal utile aussi pour faire les transmissions quand on change d'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on aura sur cette observation médicale? Tout ce qui est l'identification, ok, l'interrogatoire, l'examen physique, et puis après la synthèse des résultats d'examen complémentaires, puis la conclusion. On va commencer par l'interrogatoire. Ça, on est toujours dans les généralités. Donc l'interrogatoire, on va avoir le motif de consultation, le contexte et l'histoire de la maladie. Le motif de consulte, c'est simple, ce qui gêne le patient, c'est ce que souhaite en fait, la plainte, le symptôme du patient. Ça n'est jamais un diagnostic, ni une suspicion de diagnostic. Ça, c'est souvent source d'erreur. Par exemple, un patient qui vient, vous ne pouvez pas écrire motif d'hospitalisation de consultation, néphropathie. Le patient, il consulte pour un symptôme ou un signe, c'est l'hématurie. Et après, c'est au terme de la démarche médicale que l'on va conclure. J'ai oublié un petit R sur ma diapo, que l'on va conclure à une néphropathie ou une cause urologique. Pareil, on ne peut pas dire motif d'hospitalisation pneumopathie. On dira consulte pour une toux avec fièvre, etc. Mais on ne parlera pas de pneumopathie. C'est au cours de la démarche médicale qu'on nommera cette pathologie. Donc toujours préciser la notion d'urgence et faire des questions plutôt ouvertes lors de l'interrogatoire. Et on va commencer par recueillir les antécédents. Les antécédents personnels, alors ça peut être chirurgicaux, toutes les interventions chirurgicales banales, la nasale, pensez aussi aux hernies, toutes les pathologies digestives, puisque après ça peut entraîner des complications. Donc il a été opéré de quoi, où, quand, pourquoi. Également les traumatismes, les fractures, les antécédents chirurgicaux, tout ce qui est complications à la suite de ces interventions. Par exemple, si vous avez déjà eu des transfusions, si vous avez eu des maladies thromboliques veineuses, au niveau soit d'un membre inférieur, soit du poumon, et les infections. On va parler également des antécédents médicaux. Donc là, l'idée, c'est d'énumérer, de solliciter au maximum la mémoire du patient et de lui lister des maladies, parce que parfois, il ne va pas vous sortir tout. Donc les plus classiques, le diabète, l'HTA, les ulcères, etc. Également évoquer tous les antécédents gynéco-obstétricales, avec la date des dernières règles, la contraception, le nombre de grossesses, si vous êtes plutôt en gynéco. Et puis, un contexte de maladie génétique et également de surcharge pondérale. Ne pas oublier de parler des MST, même si c'est un sujet sensible, il faut quand même l'évoquer. Et puis, tous les traitements suivis. Alors ça, il faut faire attention, parce que parfois, on ne vous dira pas tout dans les énoncés ECN et dans la vraie vie. Vos patients ne vont pas forcément vous parler de l'automédication. Donc, dès qu'ils vont vous rapporter des douleurs type céphalée,
des douleurs abdominales, des choses comme ça, un peu chroniques, pensez à poser la question sur une automédication, notamment avec des laxatifs, avec des AINS ou des somnifères, puisque c'est vraiment source d'interaction médicamenteuse, laxatifs, somnifères, AINS. Bien sûr, l'homéopathie, toutes les médecines parallèles. Bon, les vaccins à jour, ça c'est très important de toujours les vérifier et adapter au fur et à mesure de vos dossiers cliniques. Les facteurs de risque cardiovasculaires classiques, je pense que vous les connaissez tous. D'une part, on va les séparer en modifiables et ceux non modifiables constitutifs. Et donc ça, les non modifiables, il y aura l'âge, les antécédents familiaux, le sexe masculin ou féminin. Et puis, pensez bien la dyslipidémie, le tabac, le diabète, l'obésité, HTA. Et de retenir, je ne refais pas un cours de cardio, mais retenir le syndrome métabolique qui est tombable. J'ai déjà vu des questions vraiment récurrentes avec aussi les paramètres et également les seuils à connaître. Il faut bien retenir ça. J'ai remis un peu ce tableau, comme ça vous aurez des données un peu plus poussées. Le PowerPoint est déjà en ligne sur le site Hermès, donc voilà. On va recueillir également tout ce qui est allergie. Et alors là, pensez bien à tout ce qui est produits contrastionné, aspirine, pénicilline en début de dossier, et puis QCM12, on vous propose de cocher un scanner injecté. Donc voilà, ça, faut faire attention. Au terrain atopique. Concernant les allergies, j'ai mis alimentaires ou médicamenteuses, ça peut être aussi tout ce qui est environnement, les poussières, les pollens, les animaux, les acariens, qui vont favoriser notamment l'asthme. Concernant la famille, bon, bah, pensez aussi, alors pas forcément dans toutes les régions, mais dans certaines régions, il y en a beaucoup plus, la consanguinité avec le mari, les maladies familiales, par exemple le diabète, les maladies microcristallines telles que la